Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à l'entreprise Nikon. Voilà. Bon, avant de commencer, je vous rappelle que je suis un simple amateur et pas un conseiller financier. Donc la vidéo qui va suivre est simplement à titre éducatif et il n'a pas de valeur de conseil d'investissement ou non. Il est bien évidemment important que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir. Donc on va se pencher sur cette entreprise selon le plan habituel, on va présenter le business de celle-ci, on va se pencher un petit peu sur ses résultats, analyser ou la comparer plutôt avec des entreprises proches, s'intéresser aux perspectives de développement, une petite note d'analyse technique et puis j'essaierai de conclure. Alors, si on s'intéresse à l'entreprise, donc Nikon c'est une small cap, la capitalisation actuellement elle est d'environ 400 millions d'euros, le siège social est en France, c'est une spin-off, c'est-à-dire elle a été introduite en bourse et elle naît de l'entreprise Big Ben Interactive, qui possède encore un peu plus de 75% des actions de cette entreprise. Le reste étant une petite partie euh, tenue par BPI France et puis le reste étant le flottant. Si on essaie de la classer selon les critères de Peter Lynch, elle correspond plutôt aux critères des fast growers et elle appartient au secteur de la technologie sous catégorie des logiciels. Il s'agit d'une entreprise qui est donc bien sûr éligible au PEA et au PEA PME. Donc son business model repose sur essentiellement deux canaux de vente. D'une part, des jeux vidéo avec des secteurs d'activité plus spécifiques comme le sport et la course, avec quelques titres d'aventure, et puis une catégorie qui rattache à la simulation, avec des simulateurs de pêche, simulateurs de ferme, pardon, ce genre de choses. Et puis un autre secteur qui est la vente d'accessoires de jeux vidéo, de gaming sur ordinateur. Sur son business model, donc on voit que c'est environ 58% qui est suite à la vente d'accessoires et un peu moins de 40% suite à la vente de jeux vidéo, en tout cas en 2021. Voilà, on voit que notamment en 2021, ce sont surtout les accessoires qui ont bien progressé, notamment avec tout ce qui était confinement, etc. C'est l'année 2020, pardon, hein, qui a bien progressé, pas 2021. La répartition géographique, c'est essentiellement l'Europe, avec une implantation quand même aux États-Unis. Et puis voilà pour l'essentiel. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'analyse fondamentale de l'entreprise, il s'agit d'une entreprise dont le chiffre d'affaires est en croissance et dont les performances opérationnelles semblent là aussi en croissance. Et donc on pourrait s'attendre avec des résultats et opérationnels et résultats nets d'une manière parallèle. En chiffres, sur les résultats 2020, on a une marge brute donc à 50%. En termes de mode, le marge brut est donc supérieur à 40%, ce qui pourrait constituer en soi la définition d'un mode sur des critères techniques. La marge opérationnelle est à 15%, marge nette donc supérieure à 10%, retour en equity à 9% et le ROIC à un peu plus de 7%. Donc une profitabilité tout à fait satisfaisante. Voilà. Alors maintenant la question, c'est toujours la question du mode, c'est-à-dire est-ce que cette entreprise possède un avantage concurrentiel qui la protège contre ses concurrents. À mon sens, il y a un mode qui pourrait essentiellement se poser sur des actifs intangibles, mais qui à mon sens me semble extrêmement faible, c'est-à-dire à la possession de licences, notamment de jeux vidéo. Alors moi je ne suis pas un spécialiste du jeu vidéo, mais il ne me semble pas que les licences possédées par cette entreprise aient une énorme valeur et qui est particulièrement unique. Donc pour moi, il n'y a pas de véritable motte pour cette entreprise. La situation bilancielle de cette entreprise est saine, avec une entreprise
endetté de manière relativement correcte et avec un ratio de liquidité tout à fait satisfaisant. Maintenant, si on se penche un petit peu sur la valorisation de cette entreprise, le PER actuel est supérieur à 21. Le PEG est difficile à évaluer selon les critères que j'utilise habituellement, c'est-à-dire le PER divisé par la croissance des bénéfices sur les 5 dernières années, enfin du résultat net des 5 dernières années. Donc, comme c'est une entreprise trop récente, on ne peut pas avoir ce résultat. Bon, je ne l'ai pas mis. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est le price to sell à 2,4 et un VU sur EBITDA qui est à 16. Voilà. Donc maintenant, si on essaye de s'intéresser à la valorisation intrinsèque, c'est-à-dire on va partir donc du résultat net par action qui est de 21 centimes. On va lui appliquer un taux de croissance, enfin plusieurs scénarios de taux de croissance à 5 ans et de 1 à 5 ans et de 5 à 10 ans. Et puis une valorisation terminale, ça nous donnera une terminal value, c'est-à-dire un PR terminal, ça nous donnera une valorisation de l'action terminale et ça nous permet de calculer le point d'entrée sur cette action-là selon ces différents scénarios en fonction du retour d'investissement qu'on souhaite sur cette entreprise. Donc comme il s'agit d'une small cap et qu'elle a un aspect relativement spéculatif, on peut avoir un objectif de retour sur investissement un peu plus élevé. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait une première slide avec un objectif de 15%. 15%, ça représente du x4 en 10 ans. Hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Grosso modo, avec un taux de croissance du bénéfice par action à 15% les 5 prochaines années et 10% sur les 5 années qui suivent. Donc un scénario plutôt moyen, on va dire, par rapport peut-être aux objectifs d'entreprise, et une valorisation terminale à 16, il faudrait rentrer sur l'action à 2,7 €. Voilà, donc si on fait varier ces différents scénarios, ça nous donne différents points d'entrée, et puis on les moyenne, ou en tout cas sans les moyenner, on les pondère plutôt en fonction du caractère optimiste ou non sur cette entreprise. Alors par exemple sur le deuxième scénario, si on a un 25% de croissance de bénéfices par action sur les 5 prochaines années, puis 15, donc un scénario très optimiste avec un PR à 20, il faudrait rentrer à 6,37 €. Si on est moins optimiste, donc 10% sur les 5 prochaines années, puis 5%, avec un PR terminal à 14, effectivement on rentre à 1,50 €, donc si on les pondère en fonction, on a plutôt un point d'entrée vers 3,02 €. En sachant là bien évidemment que c'est avec un objectif de retour sur investissement à 15%, plus élevé. Si maintenant on reprend un retour sur investissement que j'utilise en général qui est de 10% par an, avec le même type de scénario de croissance et de valorisation, on aurait un point d'entrée qui serait donc en fonction des différents scénarios, je vous laisserai regarder, mais grosso modo, si on les pondère, on aurait plutôt un point d'entrée en dessous de 5 €, et puis avec un scénario moyen qui est la pondération maximum qui serait plutôt autour de 4,20 €. Donc voilà, pour mémoire, le prix de l'action est actuellement autour de 4,60 €. Voilà. Si on s'intéresse simplement à la politique de redistribution aux actionnaires, donc actuellement il n'y a pas de dividende sur cette action, donc pour le reste on peut tout mettre en négatif. Il n'y a pas de programme de rachat d'actions, et puis la politique affichée de l'entreprise, c'est de réinvestir tout son cash flow dans la croissance de celle-ci, ce qui se comprend dans ce type d'entreprise. Maintenant, si on s'intéresse à la concurrence, ou plutôt si on essaye de la comparer alors avec son entreprise la plus proche, c'est-à-dire Big Ben, et puis on va la comparer avec Ubisoft, qui est une autre entreprise de logiciels française, enfin de jeux vidéo française, pour avoir des points de repère. Donc si on s'intéresse à Big Ben, la capi est de 320 millions d'euros, elle possède 65% de Nikon, donc actuellement cette valeur de 76% représente 304 millions d'euros. Donc il y a un petit différentiel pour le reste de son activité. Le reste de son activité,
c'est de la vente d'enceintes Bluetooth. Aroma Sound, c'est des enceintes qui en plus font de l'aromathérapie, des accessoires de smartphone, style des trucs de protection, et voilà. Là, je vous ai mis un exemple avec une espèce de koala lumineux. Donc un business que je caractériserais de gadgets technologiques. Il n'y a pas de trucs incroyables sur leur catalogue à mon avis. Bon, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nette réduction de l'écart de valorisation parce que pendant un gros moment, les Big Ben étaient valorisés moins que les 75% ou 76% d'actions qu'ils possédaient de Nakon. Là, il y a eu une réduction de cet écart de valorisation qui était un peu injustifié. Voilà. Donc si on s'intéresse à la performance boursière, on voit que Nakon c'était finalement, alors là c'est la performance de l'action, mais on voit qu'elle était montée plus vite et plus fort que Big Ben, et que actuellement elle s'est fait rattraper dans sa performance, et donc il y a une normalisation de sa valorisation vis-à-vis en tout cas de Big Ben. Bon, si on s'intéresse, si on la compare sur quelques éléments clés, et notamment Ubisoft, alors qui n'est pas le même type d'entreprise, notamment en termes de taille et surtout en termes de licence. Bon, je passe la capitalisation et le chiffre d'affaires car c'est pas du tout la même dimension. Donc le PER de Nakon et Big Ben sont proches. Ubisoft on est plus élevé, mais avec une entreprise qui est actuellement qui a quelques problèmes de performance boursière en tout cas. Alors si on s'intéresse à la marge brute, Nakon est supérieur à Big Ben car sans doute la marge de la vente de ses accessoires et semble-t-il une filière avec très peu de marge, et donc ça altère la performance opérationnelle de Big Ben. En tout cas c'est ce qu'on voit si on la compare à Nakon. Voilà, la différence c'est que l'entreprise distribue un petit dividende avec un rendement actuel à 1,8% environ. Et si on s'intéresse à la croissance du résultat d'exploitation et pas du BPA, hein, d'accord, j'ai bien précisé, on a 33% par an, donc une entreprise qui avait quand même une forte croissance. Alors Ubisoft, on a des marges qui sont bien meilleures, notamment une marge brute à 85%, une marge opérationnelle à 17% et à la fin une marge nette à 10%, et un retour en equity à 7%, et une croissance d'exploitation qui semble un petit peu plus faible, avec une situation bilancielle relativement bonne actuellement. Donc comparaison toute relative, je trouvais que c'était surtout intéressant de la comparer finalement à Big Ben, qui est grosso modo la même chose, avec une filière supplémentaire, mais avec une filière qui n'est pas forcément très intéressante en termes de produits et en termes de performance opérationnelle. Voilà. Bon, si on s'intéresse à la perspective de développement de cette entreprise, très rapidement, on voit qu'il y a, là je vous ai mis la liste des jeux vidéo qui sont en développement ou qui vont sortir bientôt. Bon voilà, moi je suis pas un spécialiste des jeux vidéo, donc je sais pas quelle est l'attente sur ces jeux vidéo, si elle est élevée ou au contraire très modeste. Bon, ça reste un petit studio avec me semble-t-il, des licences modestes, donc à voir. Les objectifs financiers affichés par l'entreprise, donc ils ont été rehaussés avec un objectif de 230 à 260 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une marge opérationnelle de 20% et un résultat net du coup qui sera de 10%. Bon, si on arrondit ça et on divise ça par le nombre d'actions en circulation actuelle, on est à environ 30 centimes de bénéfices par action, avec, je vous rappelle, l'année dernière, un bénéfice par action à 21 centimes. Donc ça ferait une croissance de quasi 50%, donc quelque chose d'assez important si c'était le cas et si c'était bien validé. Moi je mets un gros attention à la dilution, parce qu'on voit que le nombre d'actions en circulation a quand même assez fortement augmenté. Actuellement il y en a 86 millions. L'an dernier il y en avait, pour vous donner une idée, je crois 68 millions, j'ai vu sur certains sites, donc vraiment une dilution assez importante de l'entreprise. Voilà.
et donc du coup ce qui impactera très fortement le BPA à ce moment-là. Une petite note d'analyse technique avant de conclure. Donc si là je vous ai mis la représentation en chandelier japonais en performance quotidienne, on voit que l'entreprise est actuellement en baisse sur du court et moyen terme. Elle avait pas mal performé. Alors l'historique de cette entreprise est relativement faible, hein. Elle est rentrée en bourse en début de l'année 2020. On voit qu'elle a pas mal performé suite à la chute de la crise Covid. Et puis finalement, le hype est retombé sur cette entreprise avec actuellement une chute depuis plusieurs mois. On est très loin de la moyenne à 200 jours qui est la courbe en bleu que vous voyez. Et on voit qu'elle a retouché déjà un support horizontal qui était autour de 4,9 et qu'elle a entre ce support là et un support un peu plus bas autour de 4,5. Donc voilà, est-ce que Nikon va rebondir sur ces niveaux-là? C'est la question. Alors maintenant, on va essayer de conclure, sans doute la partie la plus intéressante ici. Petite checklist avant de conclure. Bon, la compréhension du business model, je le comprends, à la fois des accessoires, des jeux vidéo, voilà, c'est les deux grosses filières. Voilà. Est-ce que le business sera toujours là dans 20 ans? C'est la grosse question. Je sais pas. Ça reste une small cap, donc très, voire impossible à dire. Bon, là, je suis pas sûr que ça soit très pertinent. À moi, à titre personnel, je suis pas consommateur des produits, ça vaut ce que ça vaut, mais du coup, je suis pas expert, je suis pas capable d'apprécier la plus-value de leurs accessoires ou la qualité de leurs jeux vidéo par rapport à la concurrence. Donc, je resterai assez conservateur sur ces aspects-là. Un des aspects négatifs, c'est qu'il y a une augmentation significative du nombre d'actions en circulation, donc une dilution des actionnaires, qui à mon avis est un des gros points noirs là de cette entreprise. Bon, à titre personnel, je me suis penché de manière plus significative sur cette action que sur l'achat de mon prochain frigo. Est-ce que c'est une entreprise qui peut disrupter? Bien évidemment. Est-ce qu'elle a un moat? Bon, on en a déjà discuté. À mon avis, s'il y en a un, c'est uniquement sur les licences des jeux vidéo qu'elle possède. Et même si je ne suis pas totalement compétent pour en évaluer la qualité, à mon avis, il n'y a pas de licence incontournable. Voilà. Alors les points positifs, c'est qu'elle est en croissance et que bien évidemment, vu sa capitalisation actuelle, on peut imaginer que avec un ou plusieurs, enfin surtout plusieurs succès, elle pourrait avoir une forte croissance et donc éventuellement être un debugger. Bon, donc les éléments c'est la profitabilité de cette entreprise, hein. Elle a des fondamentaux qui sont tout à fait corrects. C'est une entreprise qui est en croissance, donc ça c'est les deux points forts. Pour moi, les éléments comptent, c'est l'augmentation du nombre d'actions, donc ça va pas mal impacter la performance de l'action et surtout c'est pas très intéressant pour les actionnaires en général. La valorisation aujourd'hui elle est plutôt correcte, hein. On est quand même sur des niveaux de valorisation qui est pas à la casse, hein, l'entreprise. Pour moi, il n'y a pas de motte, en tout cas pas de motte évident. Après, si vous trouvez que ces accessoires ou ces jeux vidéo ont une vraie plus-value et sont quelque chose d'unique et avec une attente très élevée sur les futurs titres, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Alors c'est une entreprise qui a pour nourrir sa croissance, même sans parler de croissance, pour nourrir son chiffre d'affaires, a besoin de recherche et développement de manière élevée, puisqu'elle aura besoin de toujours sortir, alors sans doute des nouveaux accessoires, mais surtout des nouveaux jeux vidéo. Je pense que la durée de vie des jeux vidéo est relativement faible, et donc il faut toujours avoir des nouveautés. Et donc c'est une entreprise qui a besoin sans cesse de se renouveler. Et ça c'est un des éléments dont se méfie un petit peu Warren Buffett. Enfin se méfie toujours Warren Buffett parce que
Voilà, sans innovation, si elle continue pas à maintenir son niveau d'innovation, ou si les titres qui sortent sont pas très intéressants, cette entreprise elle va s'écrouler. Donc c'est ce que j'ai mis à la fin. C'est un titre qui me semble très spéculatif, dont la faible capitalisation, et c'est enfin, valable pour tous les pour ce type d'entreprise, mais encore plus là, vu la faible capitalisation de cette entreprise, elle va être très dépendante d'un titre. Alors si vous avez un titre qui explose, sa valorisation elle va exploser de plusieurs multiples, et si au contraire, une fois elle n'arrive pas à renouveler cette performance une fois, sa valorisation elle s'écroulera aussi. Et donc ça en fait quelque chose ça en fait un titre spéculatif. Est-ce que ça en fait quelque chose qui se rapprocherait comme une biotech qui aurait déjà un produit en vente et qui lui ramènerait des revenus réguliers, mais qui a plusieurs produits dans les tuyaux, et dont si un des produits est admis sur le marché, ben, peut exploser, et puis si au contraire le produit baissait parce que le jeu vidéo euh, s'écroule, voilà. Donc, alors l'analogie est pas tout à fait exacte, mais il me semble qu'il y a cet aspect-là, dans ce titre-là en tout cas, que la performance boursière va être extrêmement dépendant sa capacité à sortir des produits, à des produits performants. Donc, donc ça peut arriver, donc là on fera foi à quelque chose, comme ça ne peut ne pas arriver, et à ce moment-là, l'entreprise risque de pas mal baisser. Donc moi je trouve que c'est une entreprise intéressante, que cet aspect spéculatif, moi en soi, me dérange pas, mais c'est que je suis pas capable d'analyser la valeur des licences qui sont dans les tuyaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et surtout si vous avez des informations supplémentaires sur les jeux vidéo en cours de développement, si c'est quelque chose de très attendu dans la communauté de gamers. Voilà, merci à vous et à bientôt pour une prochaine analyse.